Bonsoir à tous, encore une fois, et bonne année, surtout. Commençons bien ce début d'année, le 4 janvier, avec cette première conférence de l'année. Ce soir, j'ai la joie d'accueillir parmi nous le père Ange Ekpo, si je prononce bien son nom de famille, un collègue à la faculté à Rome. Je vous le présente un petit peu, après je lui laisse la parole. Donc, le père Ange, il est de Côte d'Ivoire. Il a fait ses études secondaires au petit séminaire dans le diocèse du Saint-Pedro. Et puis, il a continué ses études dans plusieurs séminaires du pays. Il a été ordonné après prêtre en 2015. Et puis, il a fait un master en théologie catholique à l'Université de Strasbourg. Et puis, il a rejoint la faculté en 2019 à Rome de bioéthique. Il a obtenu en 2022 sa licence canonique, c'est-à-dire un master en bioéthique. Et là, actuellement, il est doctorant au début de long cheminement. Je te souhaite le plus grand bonheur de ce long travail. Donc, le Père Ange va nous parler ce soir un petit peu de la question de l'écologie intégrale dans l'encyclique de Laudato Si du pape François, qui a été écrite en septembre 2015, qui a été voilà, publiée, et quels sont ses enjeux par rapport à la bioéthique, surtout par rapport au modèle de bioéthique personnaliste que vous connaissez depuis 3 ans qu'on travaille là-dessus. Alors, juste un instant. Bon, je m'excuse, un petit souci technique. Voilà, donc on va dire bienvenue au Père Ange et je vous laisse la parole. Donc je vais te demander d'activer le micro, Père Ange. Voilà. Ça y est, on entend très bien. Et Hugo, tu as la parole. Comme d'habitude, donc vous le savez, il va faire sa présentation. S'il y a des questions pendant la présentation, soit vous levez la main, je vous donne la parole au moment opportun, soit vous écrivez un message sur Zoom que je lirai après, soit vous attendez à la fin de la présentation où il y aura la discussion et les questions. Père Ange, merci encore d'avoir accepté et je vous donne la parole. Merci. Alors, Mahoun, je pense que l'écran est partagé, c'est bien ça? Vous percevez mon écran? Oui, très bien, je vois l'écran. Si tu veux le mettre en plein d'écran dès le début, ça serait plus simple aussi pour toi. OK, c'est bon? Parfait. OK. Alors, cordiales salutations à tous et à chacun, surtout en ce début d'année. Je voudrais souhaiter pleine santé, joie, paix et amour dans le lieu où vous vous trouvez. Et merci à vous de prendre justement de votre temps pour cette formation de la bioéthique, science qui est d'actualité pour notre humanité, pour notre société actuelle, vu les grands défis de notre monde. Et merci surtout au Père Mahoun, permettez-moi de le dire, Père Mahoun, pour cette initiative de l'école en ligne sur la bioéthique. Merci pour l'invitation. Alors, comme vous le savez, ce soir, je vais vous entretenir sur ce sujet de la bioéthique, qui est l'écologie, un sujet qui est d'actualité parce que nous savons tous les défis au niveau du changement climatique, au niveau des catastrophes naturelles, au niveau aussi de la pauvreté et bien d'autres. Mais dans le but de circonscrire justement mon sujet, j'ai décidé de vous parler de l'écologie intégrale dans Laudato Si. Voilà, quel enjeu, si vous voulez, pour la bioéthique personnaliste, étant donné que la faculté à laquelle nous appartenons a pris cette option, cette vision de personnaliste. Et je pense que vous le savez plus ou moins pour avoir déjà abordé ce sujet avec le père Mahoun. Voilà, vous le savez. Et donc, je partirai de la notion, de la définition de cette bioéthique personnaliste. Ensuite, je vais définir l'écologie pour arriver justement à la présentation de l'encyclique Laudato Si. Et je donnerai la scripture. Et je vais après m'attarder sur l'écologie intégrale selon le pape. Pour terminer, ensuite, sur le fait que
cette écologie intégrale, selon le pape François, pourrait présenter ou est un enjeu justement pour cette bioéthique personnaliste-là. Voilà, je précise que ce travail a été mon travail de mémoire de fin de cycle, de master, voilà, que j'ai eu à travailler. Donc, la nouveauté, c'était de montrer que, en fait, à l'origine de la bioéthique, la science que nous avons, qui est maintenant orientée vers la biomédicale, vers, j'allais dire, les sciences médicales et tout ce qui est problème médical, il y a en fait le problème de l'écologie. Voilà. Et donc, le pape, en présentant l'écologie intégrale, en fait, va rejoindre la pensée de la bioéthique personnaliste. Mais ça, c'était ce que j'avais à développer. Je prendrai seulement un brin pour le développer ce soir avec vous. Et donc, parlons de notion de la bioéthique. Et je pourrais demander, j'aime beaucoup les entretiens en forme justement de partage. Et comme je sais que le père Maroun a déjà eu à travailler avec vous le fait de la bioéthique personnaliste, je voudrais me permettre de, de demander à une, deux, trois personnes de me donner une idée justement de la bioéthique, la bioéthique personnaliste, ce que vous avez en tête, ce que vous avez pu retenir après justement ces conférences avec le père Maroun. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de la bioéthique personnaliste? Si c'est possible, une question, deux personnes, je ne sais pas si c'est possible. Auquel cas, je vais continuer. Surtout s'il se rappelle depuis 3 ans. Ah, depuis 3 ans. Ah, OK, il n'y a pas de problème. Alors, donc, comme vous le savez si bien, et la bioéthique va prendre racine dans ces deux mots grecs-là. Voilà, bio, qui signifie vie, et éthique, éthikos, qui va être relatif justement à l'éthique. À l'éthique. Et cela, on a pour père, justement, comme père de la bioéthique, Van Potter, qui avait, avec d'abord son article, Le pont voilà, vers le futur, va définir justement cette science-là comme étant la science de la survie. Comme étant la science de la survie. Mais dans une de mes recherches, comme le disait le père, dans une de mes recherches d'aliments, j'ai eu à découvrir que et cette donnée du fait que le mot bioéthique pourrait venir de Van Potter comme étant père de la bioéthique pourrait être mis en cause. Bon, c'est vrai que ce n'est pas l'objectif de notre conférence, mais j'ai voulu quand même mettre, parce que dans le livre de Luc Onambele, à la page 142, voilà, à la bas des pages 381, il a fait un développement justement pour dire, avant Van Potter, il avait existé justement d'un penseur l'idée de ce mot de la bioéthique. Donc, le mot de la bioéthique, la bioéthique comme science va être une nouvelle discipline qui combine à la fois, si vous voulez, les connaissances biologiques avec les connaissances des valeurs humaines, selon Van Potter. Et il faut toujours retenir justement cette idée de la sauvegarde, la science de la survie. Et petit à petit, cette idée-là va avoir une autre connotation avec justement d'autres penseurs comme André, qui, introduisant la bioéthique comme discipline, j'allais dire académique, va orienter plus justement cette discipline-là comme étant tournée vers les sciences médicales et éthiques. Et c'est ce que nous avons eu comme, j'allais dire, la pensée de la bioéthique jusqu'aujourd'hui. On est plus orienté justement vers, j'allais dire, tout ce qui est problème médical et biomédical présentement. Je n'allais pas dire qu'on fait fi carrément de ce problème de l'écologie, mais nous sommes plus orientés. Pourtant, dans la pensée, si vous voulez, de Van Potter, en allant avec justement le premier tome de Scripture, vous verrez que dans la pensée de Van Potter, à l'origine de la bioéthique, il y a le problème non seulement de la sauvegarde de l'homme, donc le bien de l'homme, la sauvegarde de la vie humaine, mais surtout la sauvegarde de la biosphère, qui était en fait, si vous voulez, l'objet principal, j'allais dire, de la bioéthique ou bien de son problème. Parce que pour lui, il y avait à l'origine le souci de l'homme, mais en plus du souci de l'homme, il y avait surtout le souci de la biosphère. Et donc, dans la relation de l'homme avec cette nature, parlant de la biosphère, justement, on peut savoir tout ce qui nous entoure comme environnement. Et donc, il y avait ce souci-là premier. C'est d'abord le souci de, j'allais dire, de tout ce qui est problème biomédical. Mais à l'origine de la bioéthique, il y avait d'abord ce souci
de la préservation de la biosphère et de l'environnement et de la relation que l'homme pouvait avoir justement avec, j'allais dire, cet environnement-là, dans l'objectif de toujours la science de la survie, survie de l'homme, mais aussi survie de son environnement. Et j'avais voulu préciser cela. Et parlant de la bioéthique personnaliste, vous le savez, c'est cette bioéthique-là qui met en son cœur ou en son centre la personne humaine. Personne humaine, dignité de la personne humaine. Et cette bioéthique a pour, j'allais dire, pour père Helios Creccia, voilà, qui a donné Sainte Plus. Mais parlant de pensée personnaliste, il faut dire qu'il y a plusieurs pensées personnalistes. Donc, il y a le personnalisme herméneutique, il y a le personnalisme relationnel, mais il y a aussi le personnalisme ontologique, voilà, avec Helios Creccia, qui s'inspire de la pensée de Saint Augustin et de la pensée de Saint Thomas, ainsi que de certains autres philosophes que vous pouvez connaître, voilà, Maritain, Emmanuel Mounier, Gabriel Marcel et bien d'autres, ainsi que de la pensée justement scolastique de l'Église. Et donc, comme je le disais, au cœur de cette pensée de la bioéthique personnaliste, il va y avoir la personne humaine. La personne humaine qui ne doit pas être utilisée, si vous voulez, comme moyen, mais celle-là qui doit être au centre de toute recherche. Voilà, de toute recherche. Et il le dit, la personne humaine représente la fin et la source de l'univers de la société. La société elle-même a comme point de référence du moins la personne humaine. Par conséquent, la personne humaine doit être la fin et non le moyen, la réalité transcendante pour toute économie, pour le droit et même, j'allais dire, pour toute recherche. Donc, au cœur de la bioéthique personnaliste, nous aurons, je vais dire, la dignité de la personne humaine, faire valoir ce qu'est l'homme. Et si vous voulez revenir à ce que je disais dans ce qui est problème biomédical, c'est ce qui est maintenant donné. Voilà, quand on va parler d'éthique médicale, on va toujours mettre aussi le fait de la personne humaine. Et cette bioéthique-là a des principes que j'ai essayé d'énumérer ici, toujours dans l'objectif de mieux expliquer l'écologie intégrale. Donc, centralité de la personne humaine, comme je disais, je passe rapidement dessus unie totalité de la personne humaine. La personne humaine, c'est un tout. Et tout ça vient de la pensée non seulement thomiste, mais aussi de la pensée de Saint-Augustin, en prenant racine dans la philosophie de Platon. Voilà, la personne humaine est un tout. Ce n'est pas seulement, elle n'est pas seulement corps, mais elle n'est pas seulement âme, elle est corps et âme, comme on le dit. Et une valeur primordiale à la bioéthique personnaliste, c'est la vie humaine, valeur fondamentale. Voilà, la préservation de la vie humaine. Et ensuite, il y a d'autres principes qui sont très nécessaires, la liberté et la responsabilité. Selon les principes de la bioéthique personnaliste, il n'y a pas de liberté sans responsabilité. En même temps que j'exerce justement ma liberté, il faut que je puisse tenir compte de la responsabilité. Et comme je le disais, nous l'utiliserons parce que nous parlerons un peu plus en avant de justement la responsabilité de l'homme par rapport à la nature. J'ai voulu revenir dessus pour ce fait-là. Et donc, je passe, il y a aussi le principe de la totalité et le principe de la subsidiarité et de la solidarité. Voilà, et je pense qu'après, je pourrais donner le diapositive au père, ou bien on a l'enregistrement, donc on pourrait avoir justement tous ces principes-là. Et après avoir parlé donc de la bioéthique, comme je disais là, je voulais expliquer et montrer que à l'origine, en fait, de la bioéthique, de cette science qui tend maintenant à avoir plus de portée pour non seulement j'allais dire les problèmes biomédicaux et médicaux, il y a d'abord l'écologie. Et c'est pourquoi je définis l'écologie. L'écologie pourrait se définir justement comme la science qui étudie la relation des êtres vivants, si vous voulez, la relation entre le vivant et son environnement. Donc, quelle est la relation que l'homme a avec l'environnement qui l'entoure, la nature? Voilà, la science qui étudie justement cela, c'est l'écologie. Je suis passé sur les considérations, j'allais dire, thématiques ou terminologiques. Et le pape François ne manque pas de dire que l'écologie, si vous voulez, la problématique de l'écologie est quasiment à la naissance de la bioéthique personnaliste, comme je le disais. Et Van Potter avait dessiné de fait, le danger de la survie de l'ensemble de l'écosystème dans la rupture des deux vivants. Voilà, comme je l'ai dit plus haut, dans la rupture des deux vivants. Et il y a justement le souci de remettre l'homme, non seulement, mais aussi son environnement au cœur de cette
science qui est la bioéthique. Et comme je le disais, parlant de l'écologie, c'est la science qui étudie la relation de l'homme et de son environnement. Et c'est la science aussi qui étudie, comme le dit le pape François dans Laudato Si, qui étudie la sauvegarde de notre maison commune. La sauvegarde de notre maison. Et quand il parle de maison commune, il faut faire référence à l'humanité, à l'environnement, à la nature qui nous entoure. Après justement cette définition-là, après cette définition de bioéthique, bioéthique personnaliste et aussi de l'écologie, je vais parler de la présentation de Laudato Si. Mais avant de parler de la présentation de Laudato Si, je voulais faire justement un préliminaire. On parle d'encyclique et on parle aussi dans l'Église d'exhortation. Encyclique et exhortation. Voilà, parce que ce sur quoi nous travaillons, c'est l'encyclique. Mais l'encyclique, c'est justement un document du Saint-Siège adressé à l'humanité, adressé à une partie de l'Église, adressé à toute l'Église sur une question spécifique, je vais dire, de la doctrine de l'Église ou sur une question spécifique de l'enseignement qu'un pape veut donner. Tandis que l'exhortation va se présenter, si vous voulez, il y a en fait une remontée. Ça va être d'abord une pensée d'un synode. Le synode, c'est la réunion de plusieurs évêques ou bien maintenant de plusieurs penseurs, voilà, sur un sujet de l'Église. Et en remontée de ces pensées-là, le pape utilise ces pensées-là pour pouvoir adresser encore un message. Et c'est en ce sens qu'on parlera d'exhortation. Donc, nous sommes dans un cas où, avec un sujet de l'enseignement de l'Église, vu un problème qui se pose à notre humanité, le pape, voilà, l'Église à travers le pape peut adresser justement un message, un enseignement. Et c'est dans ce sens que se situe Laudato Si. Laudato Si. Et Laudato Si a pour cœur, pour concept, justement, ce que nous avons appelé l'écologie intégrale. 2015 est la date de l'apparition de cette encyclique. Et cette encyclique-là vient être la première encyclique réelle, ou si vous voulez, authentique du pape François. Dans quel sens? Dans le sens que, si vous vous souvenez, la première encyclique du pape François était Lumen Fidei. Mais en fait, Lumen Fidei venait terminer la triptyque du pape Benoît XVI. Parce que le pape Benoît XVI a écrit, si vous voulez, sur les trois vertus, foi, espérance et charité. Et la première, c'était Spes Salvi, espérance chrétienne. Après, Deo Caritatis Est, voilà, Dieu est amour. Et en fait, le Lumen Fidei, c'était la dernière encyclique du pape Benoît XVI. Donc, la première encyclique même que le pape François donne en nom propre, si vous voulez, c'est celle-là j'allais dire, de Laudato Si. Et là, il donne, si vous voulez, les orientations de son pontificat. Comme je le disais tantôt, c'est justement sa réflexion sur la sauvegarde de la maison commune. Et donc, vous allez voir que de manière particulière, ça va rompre, cette encyclique va rompre un tout petit peu avec la manière dont les encycliques précédentes ont été, j'allais dire, rédigées. Parce qu'elle se laisse lire de manière toute simple par rapport aux encycliques précédentes et elle donne justement à réfléchir à toute l'humanité sur une question particulière. C'est vrai que il y avait aussi, on peut dire, Evangelium Vitae, Humano Vitae. C'est des questions particulières, justement, de notre humanité. Mais pour parler de problèmes écologiques, c'est la première encyclique qui est donnée dans l'Église comme encyclique de l'écologie. La structure j'allais dire, la structure de ce texte, de cette encyclique, elle se divise en 6 chapitres. Elle se divise en 6 chapitres. Le premier chapitre, un petit résumé, il va s'agir du diagnostic, si je peux ainsi le dire, du diagnostic, du constat de la maison commune. Voilà, le pape va s'évertuer à faire un constat à plusieurs niveaux, au niveau de la pollution, au niveau du climat, au niveau du problème de l'eau, au niveau de la perte de la biodiversité. Tout ça, je disais que à l'origine en fait de la bioéthique, il y a d'abord le problème de l'écologie à travers la biodiversité, la préservation de l'environnement. Voilà, donc il fait le diagnostic de cela. Il présente les problèmes en fait de notre société actuelle par rapport à tous ces problèmes-là. Ça, c'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre, il va parler de l'évangile de la création en voulant revenir justement au test des Écritures. Voilà.
un peu au test des Écritures en faisant ressortir justement le fait de le vrai sens du mot soumettre la terre et la responsabilité de l'homme vis-à-vis de la création. Nous allons y revenir dessus un peu plus en avant. Voilà. Il fait ressortir cela dans le deuxième chapitre. Et le troisième chapitre, il va aussi parler de la racine de cette crise. La racine de cette crise de l'écologie que nous avons. Tout à l'heure, en introduction, je disais que nous avons plusieurs défis en parlant du réchauffement climatique. Et je pense que pour ajouter encore à cette encyclique, il a dû faire sortir dernièrement un autre document, voilà, Laudato Deum, qui parle du réchauffement climatique en tant que tel. Et vous verrez que dans le chapitre 3, il fait vraiment, il établit qu'est-ce qui est à la racine, si vous voulez, de cette crise. Et ce qui est à la racine de cette crise-là, c'est justement l'abus de l'homme par rapport à cette nature, par rapport à l'environnement qui l'entoure, en voulant faire émerger justement les questions technologiques, les questions de développement des sciences, et l'homme va abuser justement. Et c'est à plusieurs niveaux. Il va déterminer la racine de la crise écologique à plusieurs niveaux dans le troisième chapitre. On ne va pas s'étaler dessus. Voilà. Et le chapitre va aborder, j'allais dire, l'écologie intégrale proprement dit. Donc, c'est le cœur, si vous voulez, de cette encyclique qui va parler de l'écologie environnementale, l'écologie économique, l'écologie sociale, l'écologie culturelle, comme vous le voyez sur l'écran, l'écologie de la vie quotidienne, et parler du principe du bien commun et de ses conséquences, ainsi que de la justice entre les générations. Et je m'arrêterai sur le petit point 4, du bien commun et des conséquences. Voilà. Il va faire ressortir un point essentiel de ce qu'on a appelé la doctrine sociale de l'Église. La doctrine sociale de l'Église au niveau de la distribution universelle des biens de la terre. Parce que selon lui, comme je disais, c'est une encyclique qui donne la vision du pape François par rapport à son pontificat. Le bien commun doit être distribué de manière équitable. Donc, il aborde un peu dans ce point. Et donc, le chapitre 4, si on n'a pas vraiment le temps de lire l'encyclique en fond, en bonne et due forme, on peut le lire pour comprendre l'écologie intégrale selon le pape François à partir du chapitre 4 et on va le comprendre. Et ensuite, les autres chapitres, c'est l'orientation au chapitre 5 et au chapitre 6, c'est justement dans l'élan du style, j'allais dire du style de tous les papes, de finir avec un certain élan de spiritualité. Donc, il y a toute une prière et voilà. Et ce que nous pourrons dire maintenant de l'écologie intégrale, de l'écologie intégrale. Je vais faire fi de, justement de tout ce qui est étymologique, tout ce qui est définition étymologique que vous verrez justement sur l'écran. Voilà, parlant de intégral, du mot intégral, voilà, c'est quelque chose qui est entier, qui n'a pas été touché. Mais l'écologie intégrale apparaît dans les années 80. Là, je repasse sur l'écologie intégrale parce que en travaillant justement ce test ou en travaillant Laudato Si, je me suis rendu compte que on parlait d'écologie intégrale laïque et d'écologie intégrale catholique, en fait, ou bien d'écologie laïque et d'écologie catholique. Et c'est l'écologie catholique qui va se donner comme écologie intégrale. Voilà. Mais pour parler d'écologie intégrale, déjà en 1980, donc bien avant l'encyclique du pape François, l'écologie intégrale devait faire le lien entre la bioéthique, donc la préservation de la vie et de la nature, et l'écologie environnementale selon Van Gaal, Ganver. Voilà. Et lui, dans ce magazine L'Homme Nouveau est paru en 2007, il a donné justement cette idée, cet impulse-là de l'écologie intégrale. Et ensuite, il va même en 2011 écrire un livre sur l'écologie intégrale ou l'écologie selon Jésus-Christ dans une approche chrétienne. Et là, vous verrez qu'il définit déjà, j'allais dire, je ne sais pas s'il veut dire en prélude à ce que le pape François devait faire, il définit déjà justement un peu la pensée de la relation qui doit exister entre l'écologie environnementale et l'écologie humaine. Entre l'écologie environnementale et l'écologie humaine. Et là, je m'arrête pour dire, lorsqu'on parle d'écologie intégrale, c'est justement tous ces éléments que nous avons cités au quatrième chapitre de Laudato Si, mais on pourra aussi le résumer dans ce sens que l'écologie intégrale va intégrer l'écologie humaine et l'écologie environnementale. Et l'écologie humaine
va faire référence justement à tout ce qui est justice sociale, à tout ce qui est problème économique, à tout ce qui est problème de pauvreté. Et l'écologie environnementale va faire justement référence à ce qui est la préservation, ce qui est de la préservation, bien entendu, de la nature et du rôle de la relation de l'homme et de la nature. Donc, le pape précise qu'il n'y a pas en fait de crise. Il n'y a pas en fait de crise, mais il y a une seule crise qui est socio-environnementale ou une crise, si vous voulez, qui est humaine et qui est aussi environnementale. Et le maître mot de l'écologie intégrale, c'est le fait que tout est lié. Tout est lié dans le sens que si nous voulons répondre au problème de la crise écologique, comme il a eu à diagnostiquer cela dans le premier chapitre, il faut prendre en compte non seulement l'écologie humaine, mais aussi l'écologie environnementale. Tous les composantes du moins de l'écologie humaine et aussi l'écologie environnementale. Et vous le percevez, l'encyclique entend marier écologie sociale et environnementale avec un accent présent également dans l'encyclique sur l'écologie humaine au sens d'une attention et au respect de l'intégrité du corps humain et de la dignité des modes de vie. Cela est très important dans la pensée de l'écologie intégrale selon le pape François. Donc, écologie humaine, écologie environnementale. Et cette notion de l'écologie intégrale, comme je l'avais déjà signifié, va être, je vais dire, inséparable, indissociable du bien commun. Du bien commun dans le sens que, selon le pape François, si il y a un problème au niveau de l'environnement, au niveau des problèmes d'une crise environnementale, voilà, si je peux ainsi le dire, une crise environnementale, c'est parce que justement, il n'y a pas une certaine répartition ou une équitable répartition des biens de la terre. Et donc, il va falloir revenir sur le fait de la distribution des biens de la terre, donc du bien commun. Voilà, en faisant référence justement au problème de la misère, au problème de la pauvreté, au problème de l'eau. Et il le définit si bien, le problème de l'eau qui se pose dans certains pays, le problème de nourriture qui se promène. Donc, c'est comme je le disais, si vous voulez, c'est un peu la vision de son pontificat. Et vous voyez que le pape François, il est un peu plus orienté vers ce qui est en parlant de pauvres, en parlant de misère, voilà. Il est un peu plus orienté à cela. Et n'oubliez pas que justement, c'est sur son pontificat qu'a eu lieu encore le synode de l'Amazonie pour faire référence à ce souci-là de non seulement de l'environnement, de l'écologie environnementale, mais aussi de l'écologie humaine. Et donc, le bien commun, comme je l'ai dit, va présupposer le respect de la personne humaine, comme, comme avec les droits environnementaux et les droits aussi, et les droits qui sont liés justement au développement intégral de l'homme. Ainsi, le cœur de cette encyclique est l'écologie intégrale comme un nouveau pragmatique de la justice, une écologie qui incorpore la place spécifique de l'être humain dans ce monde et ses relations avec la réalité qui l'entoure. Ça, c'est une définition de l'écologie intégrale que nous pouvons retenir de toute simple. Le cœur de cette encyclique est l'écologie intégrale, avec comme nouveau pragmatique de la justice, une écologie qui incorpore la place spécifique de l'être humain dans ce monde et la relation avec la réalité qui l'entoure va faire référence justement à la nature et donc, si je peux le dire, à l'écologie environnementale. La relation de la vie de l'être humain avec, avec aussi la loi morale naturelle, il aborde cela pour parler d'éthique. Et tout à l'heure, en élaborant les différentes composantes de l'écologie intégrale selon le pape François, j'ai parlé de culture, écologie culturelle. Le pape François va revenir sur le fait que si la culture ou si nos cultures sont touchées, justement, le problème de l'écologie humaine va perdurer parce que le monde ou notre humanité ou notre société n'aura plus d'assises, si je peux ainsi le dire, d'assises culturelles. L'écologie suppose aussi la préservation donc des richesses culturelles de l'humanité, les richesses culturelles de l'humanité au sens large du thème, au sens large du thème, au sens large du thème. Donc, je voulais revenir dessus, au sens large du thème, parce que c'est très important, selon le pape, pour préserver justement l'homme,
de ce qu'on appelait l'écologie humaine, qui est une composante de l'écologie intégrale, il va falloir avoir cette assise culturelle-là, qui est la base, si vous voulez, de l'éthique que nous avons dans notre société, de la morale que nous avons dans notre société. Alors, pour le pape François, donc, l'écologie intégrale sera de remettre ensemble non seulement l'écologie environnementale, mais aussi et surtout l'écologie humaine. Et il va faire, j'allais dire, une ouverture à la responsabilité de l'homme. N'oubliez pas que dans les principes de la bioéthique personnaliste, on a parlé de liberté, responsabilité. Et il va arriver à ce que nous avons appelé l'anthropocentrisme, pour parler de l'homme au cœur, j'allais dire, de l'environnement, au cœur de la nature. Mais un anthropocentrisme responsable vis-à-vis de la nature protégée. C'est-à-dire, selon le pape, l'homme doit savoir qu'il est non seulement responsable de cette nature, tout ce qu'il reçoit, tout ce qu'il reçoit en tant qu'homme, en tant qu'être humain, il le reçoit de cette nature. Donc, le premier élan, c'est la responsabilité vis-à-vis de cette nature qui l'entoure. Et tout à l'heure, je vais énumérer certains points très nécessaires sur lesquels le pape revient justement dans sa pensée. Parce que tout ce que nous sommes au niveau du climat, au niveau de la pollution de l'eau, au niveau de la nourriture, nous la recevons de la nature. Et par conséquent, pour le pape François, il va sans dire que, en parlant d'écologie intégrale, l'homme est invité à un anthropocentrique responsable. Et c'est le cœur aussi c'est l'un des poumons de l'écologie, la responsabilité de l'homme vis-à-vis. Il s'agit de savoir que l'homme est au centre de la nature, du monde non humain, donc le monde qui l'entoure non humain, non comme un dominateur, mais comme un gardien. Et rappelez-vous, dans la partie de justement de l'évangile de la création, je l'ai dit, il est revenu sur le fait de soumettre là. Le soumettre là, en fait, selon le pape, ce n'est pas que l'homme doit être dominateur de la nature, utiliser l'environnement comme il le veut, mais l'homme doit être le gardien de cette nature-là, dans un élan d'anthropocentrisme responsable. Et donc, l'homme doit jouer le père, donc doit jouer le rôle du père de la création. Car lorsque la création reste dans l'état primitif créé, l'homme ne peut qu'accomplir cette mission qui lui est confiée à l'origine, à la création. Et cela contribue à son épanouissement et à sa pleine réalisation. L'homme doit se savoir inséparable de son environnement, comme l'affirme le pape Paul VI. Voilà, je suis passé un peu tout dessus. Comme l'affirme, c'est le pape Paul VI. Et donc, cet anthropocentrisme responsable va être aussi un poumon de l'écologie intégrale dans l'appel du pape François à pouvoir préserver notre environnement. Tout ce que nous avons, nous recevons cela de l'environnement. Et donc, en retour, nous devons être responsables de cet environnement-là. Et comme je le disais, aujourd'hui, on a un problème justement de changement climatique. Mais ce changement climatique est venu par rapport à l'agir de l'homme sur la nature. Sur la nature. Et donc, nous payons en fait les conséquences de notre agir sur cette nature-là. Et en parlant de cela, je vais faire la lucane pour parler de ce qu'on a appelé macroécologie et microécologie. Macroécologie, microécologie. Microécologie, on dirait que moi, je vais brûler peut-être des choses dans mon environnement de vie sans, sans toutefois avoir en idée que cela peut avoir des répercussions justement sur, je m'excuse une minute, voilà, excusez-moi, sans oublier que cela peut avoir des répercussions dont je parlais de macroécologie et de microécologie. Dans mon environnement personnel de vie, je pose des actes contre la nature, sans oublier que cela peut avoir justement des répercussions sur la nature en général, sur la macroécologie en général. Parce que c'est quoi? Moi, je me définis dans mon environnement, je vis comme je veux, j'ai fait des applications justement à la nature,
sans oublier que cela peut avoir des conséquences au niveau planétaire. Et c'est cela aussi, il précise justement que plusieurs pays industrialisés sont à la base justement de ce changement climatique. Mais on se dira que non, qu'est-ce que cela peut avoir justement dans un autre continent ou bien dans un... Voilà. Donc, le pape, selon le pape, notre relation à la nature doit pouvoir être revue dans un anthropocentrisme responsable, de sorte à pouvoir nous-mêmes nous protéger. Et il va aller encore un peu plus loin pour dire la dignité de la personne humaine, la dignité de la personne humaine, c'est aussi le fait, la dignité de la personne humaine, c'est aussi le fait de la préservation, j'allais dire, de cette nature-là. Lorsque l'homme a une responsabilité ou a, j'allais dire, un comportement responsable vis-à-vis de la nature, il affirme aussi justement cette dignité-là. Et on peut se demander donc quel est l'enjeu? Quel est l'enjeu de l'écologie intégrale pour la bioéthique personnaliste? La première chose, c'est que la bioéthique personnaliste va défendre la personne humaine, la vie humaine, la dignité de la personne humaine. Elle a à son cœur, j'allais dire, la personne humaine, sauvegarder la personne humaine. Et comme on l'a vu, à l'origine de la bioéthique, il y a le problème de l'écologie. Et dans le deuxième sens, l'écologie intégrale va demander à ce que l'homme ait, comme je venais de le dire tantôt, ait cette responsabilité-là vis-à-vis de la nature pour préserver, j'allais dire, lui-même, pour s'auto-préserver lui-même. Donc, si nous tenons du fait que la bioéthique personnaliste défend l'homme, défend, je vais dire, la vie humaine, et que l'écologie intégrale aussi vient promouvoir justement dans la relation que l'homme doit avoir avec la nature en vue de pouvoir préserver sa vie, la personne humaine, il y a un enjeu justement de sauvegarder à travers l'écologie intégrale, j'allais dire, la pensée de la personnaliste de la bioéthique. Et donc, nous allons essayer très rapidement pour permettre le temps de la discussion de surpasser ou de survoler certains points. Donc, je disais ici, sauvegarder l'environnement du moins, c'est promouvoir la vie, présenter c'est promouvoir la vie présente et préserver la survie et l'avenir de notre humanité. En fait, l'environnement qui nous entoure, comme je n'ai cessé de le dire, l'environnement qui nous entoure, c'est notre source d'oxygène, c'est notre source d'eau. Si nous ne prenons pas en compte, selon l'écologie intégrale, cet environnement-là, nous allons biaiser justement notre vie. Et tout ce que nous recevons comme médicaments, comme nourriture, comme oxygène, nous la recevons de l'environnement. Et donc, selon la bioéthique, pas selon la bioéthique, selon l'écologie intégrale, il va falloir la préserver. Et comme en la préservant, nous préservons la vie humaine, cela est un enjeu pour la bioéthique personnaliste. L'environnement est pour nous encore source de vie. L'eau potable. Bon, je faisais quand même ce travail dans un contexte bien précis en parlant de l'Afrique, en parlant de mon pays. Donc, j'ai énuméré quelques problèmes justement de l'écologie environnementale. Et donc, lorsque nous polluons l'eau dans laquelle nous allons recevoir de la nourriture, c'est à nous-mêmes que nous faisons du mal. Il va falloir revoir notre comportement vis-à-vis de cet environnement-là, de cette nature-là, de sorte à ne pas nous créer des problèmes de maladies demain. Et l'environnement, la sauvegarde de l'environnement, c'est aussi préserver la qualité de l'air que nous respirons. Comme je l'ai dit, j'ai pris quelques éléments. Voilà. Préserver la qualité de l'air, préserver notre climat. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'agis, je brûle les choses, chaque fois je brûle les objets toxiques. Je me dis que c'est seulement mon environnement. Mais au-delà de mon environnement personnel, de la microécologie, si, il y a aussi la répercussion sur la macroécologie. Et là, il va nous falloir faire attention dans notre agir, justement par rapport à cela. Il est donc préférable pour nous, en tant qu'humains, comme je le dis, en tant qu'humains, dans l'élan, selon le pape François, de pouvoir joindre l'écologie environnementale et l'écologie humaine, d'avoir cette responsabilité-là de l'homme.
vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de l'environnement. Parce que en préservant justement cette nature-là, cet environnement, l'homme préserve sa vie et l'homme affirme justement sa dignité. Et avant de terminer, je donnerai l'exemple du Covid, la pandémie de Covid. La pandémie de Covid nous a permis de savoir que tout est lié, comme le dit le pape François, tout est lié. La pandémie a commencé à un lieu bien précis, mais elle s'est répandue dans toute l'humanité. Et cela doit nous permettre de comprendre l'impact de notre responsabilité vis-à-vis de la vie des autres, vis-à-vis de la relation que nous avons, je vais dire, à, à je vais dire à l'environnement. En somme, préserver l'environnement, c'est préserver, protéger notre vie. Pour pouvoir survivre, l'homme a besoin de boire, de manger, de respirer et de tout ce que nous savons. Et donc, comme je mentionné, pour protéger la vie, il est donc indispensable de veiller à protéger notre environnement car elle est la première source de nourriture, d'eau potable et de tout ce que nous avons dit. Donc, pas que pas que le pape, à travers l'écologie intégrale, est en train de dire qu'il ne faut plus évoluer ou il ne faut plus avoir l'aspect de la technologie du développement, non. Mais l'homme doit avoir toujours dans l'exploitation ou dans la recherche, justement, j'ai voulu aussi terminer par là, dans la recherche du développement, avoir en idée cette responsabilité-là vis-à-vis de lui-même, mais vis-à-vis de la nature qui l'entoure. Le concept d'écologie humaine est largement accepté comme visant à la protection de la nature. Voilà. Comme visant à la protection de la nature, dans cette optique écologique, l'écologie humaine est un art nouveau et rejoint la biotique personnaliste. Au fond, l'écologie humaine et l'écologie environnementale forment l'écologie intégrale. L'écologie humaine et l'écologie environnementale forment l'écologie intégrale. Voilà. En affrontant les défis de la protection de l'environnement et du développement durable à travers l'écologie intégrale, nous sommes appelés à promouvoir la sauvegarde des conditions morales d'une écologie humaine qui promeut la dignité et les droits de l'homme. Donc, on va arriver, comme je vous le disais, parlant d'écologie sociale, on va arriver à cette écologie, bon, je ne peux pas dire écologie, mais on va arriver aussi à l'éthique dans nos comportements vis-à-vis de la société, vis-à-vis du bien commun qui nous entoure. Et en ce sens-là, l'écologie intégrale est une expression, si vous voulez, est un enjeu très important pour la bioéthique personnaliste. L'homme a une responsabilité propre vis-à-vis de son milieu, c'est-à-dire de la création que Dieu a placée au service de la dignité de la personne de l'homme. Et cela non seulement pour la génération présente, mais surtout pour la génération à venir. Et comme le père Maroun me disait que le, le thème pour cette année, c'était aussi en lien dans la vision avec les enfants, on pourrait se demander quel monde allons-nous laisser aux futures générations à travers notre comportement? Quel monde allons-nous laisser à la future génération à travers notre comportement? Et l'écologie intégrale nous invitera donc de pouvoir non seulement joindre cette écologie environnementale, mais ne pas oublier que l'homme doit être au cœur de toute recherche, au cœur de toute recherche. Alors, je termine par là en disant que si selon Van Potter, la bioéthique comme science de la survie, donc la supervivance, ça, avait pour objectif justement de préserver la vie humaine, l'écologie intégrale est à n'en point douter une expression authentique de cette science-là. Car l'écologie intégrale, telle que définie par le pape François dans la Laudato Si, montre que le respect de la vie humaine, de la dignité de la personne humaine et de ses droits sont intimement liés à la sauvegarde de notre environnement de vie, de notre nature et donc du milieu de vie. Ceci se présente comme un enjeu pour la bioéthique personnaliste dans la mesure où elle, au cœur elle a à son cœur justement la personne humaine, c'est-à-dire le respect et la protection de la vie humaine et de ses droits. Je vous remercie. Merci Père pour cette présentation. Je vais vous demander déjà d'arrêter le partage d'écran, comme ça on aura plus de discussions plus entre nous.
Un grand merci pour cette présentation. Alors, je vous laisse la parole. Est-ce que vous souhaitez faire des commentaires, des questions avant que je donne d'autres informations? Donc, n'hésitez pas à lever la main ou à faire signe. Alors, je pense qu'Emmanuel essaie de parler, mais il faut activer le micro, Emmanuel. Non, bonsoir, bonsoir Maroud. Non, je n'essayais pas de parler. Je parlais à mon épouse à côté de moi, Ah, qui ok. suit avec beaucoup d'attention, et également la conférence du Père Ange. Et non, je laisse parler. Et puis peut-être que j'aurai une question ou deux plus tard. En tout cas, bonsoir à chacune et à chacun, et tous mes voeux. Voilà. Merci, merci. Et, bienvenue après ce longtemps. Et bonjour à Catherine, on sait qui est à côté de toi. Voilà. Elle dit bonjour à tout le monde aussi. Pardon. Est-ce qu'il y a des questions? Fanny, je pense. Alors, il faut activer le micro, Fanny. Alors, est-ce que le Allez-y. micro marche là? Oui, j'ai l'impression. Voilà. Alors, simplement, je m'interrogeais sur le problème de la surpopulation. Voilà, qu'est-ce qui est dit? Il y a donc l'écologie. Voilà, nous sommes de plus en plus nombreux sur la Terre et voilà, qu'est-ce qui est dit dans cette encyclique sur la surpopulation, sur le fait que nous sommes de plus en plus nombreux à partager ce monde? Merci, Père Ange. Oui, je prends deux, trois questions en même temps ou je réponds Non, aux deux, une par une. une par une. Alors, il n'aborde pas de manière précise ce problème de la surpopulation. Et bien au contraire, c'est vrai que ce problème de la surpopulation peut entrer dans le cadre de ce que nous avons appelé écologie humaine. Et il ne l'aborde pas de manière précise. Mais dans la pensée de l'écologie intégrale, j'allais dire que, bien au contraire, le pape va promouvoir que nous ayons plus de personnes parce que, en fait, pour lui, le problème qui se pose avec cette pensée de la surpopulation, ce n'est pas le fait que l'humanité ou bien les hommes sont de plus en plus nombreux dans notre humanité ou sur la Terre qui pose problème, mais c'est le fait de la distribution des biens de la Terre qui pose problème, donc du bien commun. Ça, c'est la pensée en fait du pape dans l'écologie intégrale, selon Laudato aussi. Ce n'est pas le fait que nous sommes de plus en plus nombreux dans notre humanité qui pose problème, qui va poser problème selon lui, mais c'est le fait de la répartition équitable de ces biens-là et l'abus justement de certains biens par... bon, voilà. C'est ce que je peux prendre. Mais quand c'est un partage, voilà, on peut toujours renchérir. Je rajoute, si c'est possible, là, sur la. Merci, Père Ange. En fait, je complète. En fait, la terminologie de surpopulation, elle est critiquée en ce moment, en fait, dans le milieu scientifique. Il y a des divergences pour la terminologie de la surpopulation parce qu'il y a des études qui, je dirais, prouvent scientifiquement avec des chiffres qu'il n'y a pas de sorte de surpopulation. En fait, au contraire, on est dans un déclin de fertilité depuis certaines années. On est en dessous de la ratio normale mondialement. En dessous, pas au-dessus. On est en dessous mondialement par rapport à la ratio qui est fixée. Et donc, la question de surpopulation, il faut quand même faire attention à ce qu'on entend et ce qu'on lit. Là, je vous invite vraiment à faire bien attention à ce qu'on peut lire, notamment dans les milieux écologiques extrémistes, parce que quand même, il y a aussi ce côté extrémiste dans des courants écologiques, il y en a plusieurs, et malheureusement, on pense que c'est un problème de surpopulation, alors qu'il n'y a rien qui le prouve, en tout cas, il n'y a pas de preuves scientifiques, hein. On peut penser à des corrélations, mais il n'y a pas de preuves scientifiques, surtout au moment où on est en fait en déclin de fertilité. Donc, il y a un problème. Et l'autre aspect, ce que le père Ange a dit, c'est plutôt une question de répartition des biens ou plutôt de la consommation excessive dans certains endroits sur cette terre. D'autres, oui, Guy, active le micro, Guy. Guy, il faut activer le micro. Voilà, vous Ça y est. m'entendez? Oui, alors ça m'a donné l'occasion de, pas relire, mais j'avoue même de lire l'encyclique, mais j'avais oublié que c'était si long et je ne suis pas arrivé jusqu'au bout.
Mais alors, en fait, on ne peut être que d'accord sur, même si on n'est pas un écologiste à 100%, tout ce qui est dit est très bien et la relation entre la répartition des richesses et qui va de pair, tout ça, c'est très bien. Mais en fait, à plusieurs reprises, dans cette encyclique, on voit que le pape François tape un petit peu au passage, à la fois sur les chercheurs, les savants, hein, qui vont dévier de leur fin première certaines inventions, par exemple le nucléaire, hein, où il y en a beaucoup d'autres, les technocrates, les financiers rapaces, etc. Mais finalement, euh, pour faire avancer le SMIC, on a toujours besoin d'inventions de chercheurs, on a toujours besoin de financiers. Le problème, c'est qu'en fait, si un pays a une politique écologique avancée, eh bien, il sera seul dans ce monde. Et donc, l'important pour moi, c'est qu'en fait, il y ait une réglementation au niveau mondial. Hein. Par exemple, les matières premières qui sont extraites en faisant travailler les enfants devraient être interdites. Et si c'est le cas, eh bien, on ne pourra pas importer ces matières premières, etc. Et donc, tout le travail, pour moi, très important et de longue haleine à faire, c'est une réglementation au niveau mondial. On pourrait faire un parallèle avec le droit international, qui fait que si le droit international était signé par tout le monde, eh bien, un pays ne pourrait pas en envahir un autre, etc., etc. Donc, c'est, à mon sens, là-dessus qu'il faut insister. Père-Ange, est-ce que tu as quelque chose à dire à ce propos? Je pense que c'est une contribution. Maintenant, si je dois renchérir, je pense que c'est une contribution que vous faites, non, Guy? Ou Oui. c'est une question? C'est mon avis, mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Alors, alors parlons de réglementation, j'allais dire internationale ou Mhm. humanitaire. Je pense qu'il y a ce qu'on appelait le COP. Je pense que vous avez entendu. Oui, Voilà. bien sûr. Qui est... Et dernièrement, il y a eu un COP à Dubaï. Mhm. Malheureusement, le pape n'a pas pu aller. Et je pense que sa dernière exhortation qui venait compléter Laudato Si du 4 octobre, c'était en prélude justement de cela. Cet après-midi, je me suis mis à lire justement ce document avant la conférence et j'ai compris que plus ou moins depuis 92, voilà, c'est la date du premier copte, il y a quand même un élan, un élan. Mais il faut le dire que parlant de COP, c'est plus concentré justement si vous voulez, sur le changement climatique. Voilà, parce que quand vous prenez les données de ce qui est donné par le COP, mais le sujet que vous abordez est très nécessaire par rapport aux droits humains, aux droits des enfants, voilà, puisque c'est un élan aussi de ce qu'on a appelé l'écologie humaine. Je pense que le père Maroun, voilà, l'écologie humaine dans Global Bioéthique, on parlera de la dignité de la personne humaine, mais comme vous l'avez abordé si bien par rapport au travail des enfants, c'est une réalité, c'est une réalité, mais ce que je peux vraiment dire par rapport comment on dit, réglementation internationale, et au niveau de l'écologie, il y a comme instrument, si vous voulez, le COPT. Voilà, Mhm. que vous pouvez, mais concentrer ou bien Mhm. un peu plus de référence sur les questions du réchauffement climatique, pas dans le sens des droits internationaux. Voilà ce que je peux dire. Moi, Guy, je rajoute aussi par rapport à la question internationale, le problème, c'est que même s'il y a des réglementations, et même si les pays signent, il y a des moments où ces pays ne respectent pas. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les dilemmes politiques actuels, mais si on regarde la politique actuelle, les pays qui signent et qui transgressent les lois internationales comme ça, c'est problématique. La loi internationale, malheureusement, est devenue parfois juste une façade. Tout dépend.
mais ça, c'est pas toujours, comment dirais-je, contraignant. Il n'y a pas toujours des lois contraignantes, hein, ou des conventions contraignantes ou des traités contraignants. Tout dépend de ce que chaque pays décide. En tout cas, ce qui est vrai, et que ce que tu dis, il faut quand même faire voilà, certaines limites, mais le tout dépend des pays. Malheureusement, on sait très bien aussi que les gens ou les pays et la politique, elle est parfois centralisée sur des profits internes et qui n'intéressent pas du tout s'intéressent pas du tout au profit international ou commun. Donc, ce qui est vrai, ce que tu dis en théorie, mais en pratique, il n'est pas si facile que ça. Donc là, il faut qu'il y ait une volonté quand même vraiment de tout le monde. D'autres questions, d'autres commentaires, d'autres avis? Oui, André, il faut activer le micro, hein. C'est ça, Ça y est. c'est bon. Oui, Oui. c'était plus, enfin, c'est un commentaire et aussi une question. À un moment, Père, il a parlé de la doctrine sociale de l'Église et moi, ça m'a fait penser à l'influence assez marquée ici, dans l'encyclique, de toute l'histoire sud-américaine du catholicisme. Alors après, je pense que c'est quand même quelque chose de très important, me semble-t-il, dans l'histoire du catholicisme en général. Non, j'ai pas dit une bifurcation, mais quelque chose me semble d'assez fort. Non. Et notamment dans la prise en compte, ou le rappel, je ne sais pas comment dire, de l'homme, quoi, enfin de l'humain. Ouais, c'était ça un peu mon commentaire. Et puis et mon commentaire, c'était par rapport à la critique que pose le pape sur la technologie. Alors, il y a plein de questions très actuelles. Moi, j'en ai une qui me perturbe plus que la population, la surpopulation. C'est notre rapport à la technologie, notamment dans l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et par rapport à ça, qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Parce que où est-ce qu'est l'écologie intégrale euh, dans ces technologies dites modernes d'une intelligence autre, je vais dire, ou supérieure, parce que c'est comme ça qu'on nous la présente. Je ne sais pas si j'ai un commentaire ou en même temps une question. Enfin, ça peut peut-être susciter des réactions du père, j'en sais rien. Père Ange, est-ce que vous voulez dire quelque chose là-dessus? Oui, c'est une question très intéressante, j'allais dire, qui actualise le problème ou un défi de l'écologie intégrale, parce que la question de l'intelligence artificielle est réelle dans notre société. Avant de répondre directement en lien avec le thème que je partage avec vous, je voulais répartir sur, je ne sais pas si le père Maroun a eu à faire aussi ce traité-là en faculté, sur ce qu'on a appelé l'éthique ou l'éthique de l'intelligence artificielle avec le professeur Alberto Carrara. Voilà. En fait dans ce traité-là que nous avons pu voir en conférence, c'était que en tant que tel, l'intelligence artificielle n'est pas négatif. Voilà, c'est pas. Et puis bon, comme je l'ai dit, on ne pourrait pas parler d'intelligence artificielle comme nous sommes dans un cadre, j'allais dire académique, parce que ce sont des algorithmes qui sont présentés pour avoir des résultats. Donc, déjà, il faut que je m'évertue à vous dire qu'on ne pourrait pas parler d'intelligence. Le mot intelligence n'est pas à être. Voilà, donc je ferme la parenthèse. Mais c'est pas négatif, je vais utiliser quand même, c'est pas négatif d'avoir le fait d'intelligence. La seule chose, c'est jusqu'où cela va aller avec l'éthique. Voilà, c'est là qui a été le problème. Jusqu'où cela va être. Et quelle serait, j'allais dire, la place de l'homme à travers ou la collaboration de cette intelligence artificielle. Et donc, je reviens à mon sujet. Selon le pape, avec l'écologie intégrale, en aucun point en aucun point, l'homme doit être assujetti ou l'homme doit assujettir la nature dans le sens de l'écologie environnementale. Donc, je resterai dans l'écologie humaine pour dire, selon le pape, quel que soit le développement de la technologie, il faut toujours garder la place de la personne humaine, la centralité de la personne humaine. Et je pense que c'est le cœur de ce que nous avons appelé la bioéthique personnaliste. Donc, dans ce sens-là, pour faire le lien avec votre question,
l'écologie intégrale va promouvoir que, quel que soit un certain développement de la pensée ou de la technologie ou de la science par rapport à l'intelligence artificielle, il ne faudrait pas remplacer, la personne humaine. Il ne faudrait pas que la dignité de la personne humaine, j'allais dire, soit bafouée, mais aussi, il ne faudrait pas que la vie humaine aussi soit mise à l'écart par cette intelligence artificielle. Je pense qu'on peut renchérir dessus, Père Maroun ou d'autres personnes. En tout cas, cette question de l'intelligence artificielle, on va pas en parler maintenant. C'est trop parce que il y aura l'occasion d'en parler pour la saison prochaine. J'ai prévu qu'il y aurait des intervenants spécialistes dans ce domaine pour vous donner plus quand même d'informations et de points de réflexion là-dessus. On est tous bien d'accord sur les principes et les fondements de ce que le père a dit, mais on aura l'occasion vraiment de développer ce sujet avec des spécialistes pour l'année prochaine. Pour cette année, j'avais prévu, mais le problème, c'est que les intervenants ne pouvaient pas, malheureusement. Donc, ça va être pour l'année prochaine. Oui, oui, en fait, voilà, c'est juste pour vous dire que ce thème sera aussi pour développer pour l'année prochaine, donc sur plusieurs sous-thématiques là-dedans. D'autres sujets, d'autres commentaires, sinon avant de clôturer. Emmanuel? Oui, merci Maroun, merci encore Père Ange pour ce que vous avez pu dire. Une réflexion me vient à l'esprit, c'est celle du personnalisme finalement. On n'a pas une véritable vision aujourd'hui dans le monde politique ou économique, même éthique, de ce qu'est le personnalisme. Alors bien sûr, on fait référence toujours à Maritain, à Mounier. J'en suis un adepte, hein, et j'en suis très heureux, mais je m'aperçois aussi que c'est une pensée qui n'a pas cours, qui n'a pas prise sur le monde d'aujourd'hui, et je m'inquiète tout de même de la puissance de la pensée purement économique sur des décisions qui concernent notre vie de tous les jours, y compris sur la vie humaine. On voit des lois qui apparaissent et qui posent un certain nombre de questions, en tout cas qui nous interrogent du point de vue de l'éthique et de la bioéthique, mais c'est toujours aussi lié à un développement économique associé à un développement scientifique. Alors bien sûr, tout est lié, hein, il y a une grande complexité et il faut tenir compte de ces complexités, mais que dire, pour revenir à ma question initiale, de ce qu'est le personnalisme aujourd'hui? Comment peut-on le faire vivre ou survivre dans nos pays européens? Mais peut-être aussi, Père Ange, du côté de votre pays, la Côte d'Ivoire, je crois, hein, si je ne me trompe pas, vous êtes dans un diocèse là-bas. Comment ce personnalisme est-il perçu d'un côté, de l'autre de la Méditerranée, et comment est-ce que cela est aussi perçu d'un côté et de l'autre de l'Atlantique, par exemple. Alors, je prends la parole. Ah, non, Père Ange, allez-y, vas-y, après Non, non, je mais dirai. vas-y, Père Maroun, tu peux prendre la parole et puis après, je renchéris au niveau de la... Alors, le problème, Emmanuel, c'est un grand problème, c'est un problème majeur en fait de notre travail, nous, en tant que bioéthiciens, dans ce courant bioéthique personnaliste, qu'on est même une population très mineure en fait. Vraiment, on est très moins nombreux par rapport à d'autres courants qui existent actuellement dans le monde, notamment le modèle nord-américain qui est présent presque partout sur le globe terrestre. On le voit très bien, moi je parle en France, les hôpitaux, les médecins, tous les éthiciens suivent le modèle nord-américain. C'est ce qui est quand même, pour nous, c'est un défi. Ce qui est vrai parce qu'on est dans un modèle qui est, je dirais, un peu médiocre parce que il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de base fondamentale ou de principes fondamentaux sur lesquels on peut se baser. Autour de quatre principes majeurs, mais il n'y a jamais de réponse à toutes les questions qu'on pose. Donc ça, c'est un défi parce que le système en soi éducatif, il est basé là-dessus. Quand je dis éducatif, c'est-à-dire universitaire, hein, quand on enseigne l'éthique. Le deuxième défi que j'affronte aussi, et ça c'est le plus grave, je pense, qu'au sein même de l'Église catholique, au sein même de l'Église catholique, malheureusement, quand il y a des interventions ou des invitations, quand on invite des éthiciens,
malheureusement, on invite des éthiciens qui suivent le modèle nord-américain. Alors que le modèle personnaliste existe, et il y a des spécialistes, voilà, le Père Ange, il y a moi, il y avait d'autres, hein, mais comme je disais, on n'est pas très nombreux. Mais les gens préfèrent d'avoir d'autres personnes qui parlent parce que voilà, c'est comme ça, c'est leur formation, etc. Et donc, il y a aussi une faute qui est interne, malheureusement, parce qu'on voilà, on voudrait, disons, euh, parfois ne pas créer la confusion ou faire de la propagande d'autres personnes. Pour moi, c'est ça les deux grands défis, en fait. Les deux grands défis, que c'est dans le système général, éducatif, notamment universitaire, et le système interne dans l'Église, qui malheureusement n'arrive pas à prendre ce pas en disant on voudrait, voilà, quelqu'un qui adhère à ce modèle, nous en parler. Père Ange. Oui, alors merci, merci Père Bahoun. Comme tu le disais, cela est un défi justement pour nous de former de cette faculté. Mais j'allais dire, ce qui est un peu désavantageux à notre endroit, c'est que avec justement cette bioéthique nord-américaine, ça a été la base de l'enseignement de l'éthique médicale dans plusieurs universités et facultés de médecine. Donc, cela a dû prendre, j'allais dire, le pas un peu sur la pensée personnaliste. Parce que dès que tu commences à parler de personnalisme, bon, du coup, on taxe de la doctrine de l'Église. Et je n'ai pas manqué de dire à des professeurs, justement à des professeurs du faculté de médecine, une fois je dis que mais l'éthique, l'éthique ne doit pas se référer justement à une pensée. C'est vrai que l'Église se fait garant. L'Église peut se faire garant d'une certaine doctrine et d'un certain développement de pensée, mais l'éthique, je ne parle même pas de bioéthique personnaliste, je parle de l'éthique. L'éthique doit être universelle. Voilà, l'éthique déjà dans mes recherches, j'ai un document du le Comité international des théologiens, si tu l'as eu, à la recherche d'une éthique universelle. Et dedans, on montre que dans toutes nos cultures, l'éthique, justement, à ce fond-là, qui a quoi? Qui a la personne humaine en son truc. Et maintenant, comme théorie, j'allais dire comme théorie, comme développement, on aura d'autres approches pour dire comment, si au niveau de la beauté personnaliste, on essaie de parler plus de la dignité de la personne humaine, de la vie humaine, de sauvegarde, voilà. Mais de l'autre côté, comme tu l'as dit, ça ne serait pas le fait. Donc, pour répondre à ta préoccupation, ça serait de promouvoir en fait cette bioéthique personnaliste-là aussi dans les facultés. Et c'est ce que je disais au décano une fois, de promouvoir en fait cette pensée là-dedans dans les facultés de médecine, parce que c'est là que peut s'appliquer aujourd'hui, comme je le disais au départ de la conférence, la bioéthique tend maintenant à parler plus de problèmes technologiques, biotechnologiques et médicaux, plutôt que de parler de problèmes écologiques. Donc, si on veut appliquer la pensée de la personne personnaliste ou de la bioéthique personnaliste dans notre monde, il va falloir rejoindre les facultés de médecine où les médecins sont un peu plus tendus à cela. Voilà. C'est vraiment nécessaire. J'ajouterais deux choses, Père. C'est que déjà, pour promouvoir l'idée, Emmanuel, c'est ce qu'on fait depuis 3 ans, par exemple, avec vous, hein. Vous êtes maintenant Voilà. bien là-dedans dans cette pensée. Et donc, c'est à chacun d'entre vous, dans les discussions, voilà, dans le domaine de tous les jours, quand vous parlez, discutez, vous pouvez déjà promouvoir les idées dont on parle ici. Ça, c'est de un. Et de deux, malheureusement, on est taxé d'être catholique, en fait, dans ce modèle. On est taxé d'être catholique, alors qu'on ne parle jamais de Dieu dans cette bibliothèque, entre guillemets. Aujourd'hui, on a parlé parce que voilà, c'est de la pensée de Pape François, mais tous les Vive principes ça. et les valeurs qu'on promeut ici, il n'y a rien, entre guillemets, qui est taxé de catholique ou de Dieu. Ce sont des principes universels. La personne humaine, la vie, le respect, la dignité. Mais malheureusement, comme tout, d'ailleurs, tu le sais très bien, Emmanuel, quand il y a certaines réservations quelque part, tout de suite, on est classé catho, presque fasciste, presque arriéré dans la pensée. Donc, malheureusement, c'est ça le monde d'aujourd'hui. Mais bon, on essaie de faire avec. Autre chose avant de clôturer. André, non, il faut réactiver, c'était désactivé. Le micro, André. Ça y est.
c'est pas un témoignage. La seule fois et la première fois que j'ai entendu parler d'Emmanuel Mounier, j'étais en quatrième, j'avais 12 ans, et c'était par le prêtre chargé de faire le catéchisme au lycée, qui n'était pas un lycée confessionnel. Voilà. C'est le seul moment dans mon histoire universitaire où j'ai croisé le personnalisme. Oui. Voilà, c'est tout. C'était une remarque. Merci, hein. Bon, mais écoutez, s'il n'y a rien d'autre, je voudrais vous remercier, tout d'abord remercier surtout le Père Ange pour ce soir, pour cette intervention. Merci beaucoup de nous avoir présenté ce thème qui est d'actualité d'ailleurs et crucial en ce moment. Pour la fois prochaine, donc ça va être le 1er février. Normalement, c'était prévu sur le site tel que j'ai annoncé la dernière fois, devrait être Madame Marguerite Peters qui devrait nous parler un petit peu du genre de la gouvernance mondiale, mais elle a dû avoir un empêchement pour un voyage et son intervention sera reportée au mois d'avril. Donc, le mois de mars, il y aura Madame Marion Sigaud qui va nous parler de l'éducation sexuelle dans les écoles. Avril, c'est Madame Marguerite Peters qui va nous parler du genre et de la gouvernance mondiale. Le mois de mai, c'est Maître Aude Mirkovic qui va nous parler un petit peu de la marchandise du corps humain. Et mois de juin, c'est docteur Jean-Vincent Obineau, que vous connaissez, qui apparaît de temps en temps, qui est pédiatre anesthésiste, qui va nous parler des problèmes de bioéthique dans la pédiatrie anesthésiste. Le mois prochain, donc, je prendrai moi-même la parole pour cette année, pour une première fois et dernière fois pour cette année. Alors, j'aurai deux, trois thèmes à en parler, donc il faut que je vois un petit peu lesquels, mais ça va tourner en tout cas autour le premier thème, ça va être le développement durable, quand même, on en a parlé un petit peu, mais peut-être vous ne connaissez pas du tout le contexte, le contenu, donc je ferai une présentation des principes du développement durable qui est présenté par l'ONU, et je ferai peut-être aussi un parallélisme avec la doctrine sociale de l'Église, c'est intéressant de voir un petit peu comment ça marche. Sinon, il y a le problème de la constitutionnalisation de l'avortement voilà, la loi qui est en train d'être un petit peu maintenant votée, mais je ne suis pas trop sûr comme étant c'est un sujet critique. Je vais voir un petit peu si on parle de celui-là. Sinon, je prendrai le thème de la planification familiale et le changement climatique, un thème que j'ai présenté au Congrès européen au mois de septembre à Varsovie. Donc, je verrai entre ces trois, je vous informerai un petit peu. Après, si vous préférez l'un ou l'autre, faites-moi un mail. Comme ça, je ferai un petit peu votre opinion. Donc, la prochaine fois, ça va être le 1er février voilà, à 20 heures comme d'habitude. Oui, c'est ça, 1er février, tout à fait. Un grand merci à vous tous. Je vous souhaite un bon début d'année, surtout Alors, dans la par contre, permets-moi santé. de dire merci, c'est possible? Oui, Voilà, bien avant de sûr. terminer, merci à tous et à chacun pour ce temps passé, pour les échanges et l'écoute surtout. Et merci surtout au Père Maroun pour cette initiative. Comme il le disait, c'est vraiment pratique de ce que nous faisons. Ici en Italie, c'est beaucoup plus développé et je dirais que en tant que discipline académique, voilà, la bioéthique est un peu plus développée. En pensée, en application par rapport du côté de la France, on est un peu plus législatif, un peu plus pensif, un peu plus critique. Mais en le faisant, je pense que ça permettrait justement de faire promouvoir cette pensée bioéthique-là, comme je le dis, cette science-là qui est d'actualité. Donc, vraiment, merci de cette initiative surtout et de l'invitation. Et on reste toujours en contact. Merci. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Bonsoir à tous et à très bientôt. Merci. Au revoir, Arnaud, merci.